croyez que les forces sécuritaires israéliennes font quelque chose de moins parce qu'il y a un gouvernement tel ou autre. C'est question de stratégie. Et la première question qui va être posée devant le gouvernement Netanyahou, est-ce qu'on fait effondrer finalement l'autorité palestinienne et on prend position ou pas? Nous avons le plaisir d'être en ligne avec le colonel de réserve Meir Dahan. Meir, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel, Boker Tov et Chodesh Tov. Et Chodesh Tov, effectivement, puisque nous sommes le premier des 2 jours du mois de Rosh Chodesh de Kislev. Et ceux qui avaient encore des doutes sur le fait que vous êtes colonel, eh bien, peuvent voir aujourd'hui que vous l'êtes effectivement, puisque vous êtes en uniforme de l'armée israélienne en période de réserve et vous nous faites le plaisir de consacrer un peu de temps à ce qui se passe sur le plan sécuritaire parce que, eh bien, on a bien besoin de votre éclairage sur les 2 événements qui se sont produits au cours des 24 dernières heures. L'attentat, bien entendu, le double attentat à Jérusalem. Et puis ce qui s'est passé il y a quelques heures à peine à Jenin avec la restitution du corps de Tiran Féroz, ce jeune druze israélien. La première question que je voudrais vous poser, elle se rapporte à l'actualité brûlante. Comment cette libération a-t-elle été rendue possible ? C'est l'intervention de tout le monde autour. Il s'agit bien sûr du Premier ministre et du ministre de la Défense, Gantz et Lapid. J'imagine que j'ai entendu que les membres du Parlement arabe, les membres arabes du Parlement israélien, Tibi et autres sont intervenus aussi. Mais par-dessus tout, les jeunes qui ont fait ce coup sauvage, barbare, ont été identifiés tous. Et si ce que j'ai entendu est bon, on a su même localiser l'endroit où ils ont gardé le corps de ce pauvre tyran. Et donc, il était question de temps que ça va être restitué. Vous savez, Daniel, on ne vit pas à côté d'une poudrière, on vit dans une poudrière. Oui. Et chaque chose de ce genre aurait pu éclater dans tous les sens. Je sais clair que plein d'unités ont été prêtes pour faire un raid très très important autour de Jenin. Oui, c'est ça. Il y a eu aussi, on va dire, des menaces plus ou moins voilées de la part du ministre de la Défense, Benny Gantz, de résoudre le problème par la force si effectivement il n'était pas résolu par la diplomatie, c'est cela ? Oui, bien sûr. Ceux qui ont tenu le corps de Tiran savaient qu'on les a localisés, on les a identifiés, et il est question de quelques heures que ça va tourner autrement. Alors, qui sont ces hommes, qui sont ces terroristes qui ont kidnappé le corps de Tiran ? Ce qui se passe dans cette région, c'est des jeunes sauvages qui essayent par tous les moyens de... Vous vous rendez compte, Daniel, l'hospitalité qu'ils ont envers des blessés dans leurs hôpitaux? C'est vraiment... Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de... Ils l'ont carrément débranché de tous ces systèmes d'aspiration devant son père et ils ont pris son cadavre, à savoir est-ce qu'il a été vivant ou pas pendant qu'ils l'ont fait. Oui, son père affirme qu'il était encore vivant lorsqu'ils ont déconnecté des appareils respiratoires. C'est en doute encore, mais le fait est qu'ils l'ont fait, c'est-à-dire que alors, je ne savais pas s'il est vivant ou pas. Est-ce que lorsqu'on essaye d'analyser cette situation, est-ce que c'est aussi le reflet de ce qui s'est passé ces derniers mois dans les territoires, en particulier en Judée-Samarie, en particulier à Jenin, à savoir cette création de petits groupuscules comme la fosse Lyon? Est-ce que là aussi c'est un petit groupuscule qui n'est pas contrôlé ni par le Fatah, ni par le Hamas, ni par le djihad? Tout à fait. Vous savez, la lutte dans le nord de la Cisjordanie, le Shrem et le Jenin, aujourd'hui, c'est vraiment essayer d'éviter une deuxième bande de Gaza. Carrément. Clair et net. Il y a une fraction là-bas qui commence à faire des inspirations indépendantes. Quelque chose d'extraordinaire, vraiment un drame. Pour tous ceux qui croyaient avec qui à parler, ben voilà. Mais pourtant, d'une certaine manière, on peut dire qu'on a toujours avec qui à parler, puisque apparemment, l'autorité palestinienne a elle aussi œuvré pour la restitution de ce corps et elle a pu agir, même si on dit qu'elle est plutôt impotente ces derniers mois.
pu agir, c'est un peu grand pour décrire ce qu'ils ont fait. Ils sont, disons que tout le monde, la menace a survolé tout le monde là-bas. On dit même, le sens. Les jeunes là-bas qui ont fait ce coup sauvage se sont trouvés vraiment isolés par tout le monde. Alors, dans ce contexte, puisque c'est intervenu parallèlement à l'autre événement sécuritaire important, le double attentat à Jérusalem, est-ce que là aussi, quelque part, ce type d'organisation, parce que là, on est dans un cas de figure nouveau, ou en tout cas qui n'existait pas depuis de nombreuses années, où il y a eu une planification, une programmation. Est-ce que de facto, aujourd'hui, on peut dire que là aussi, il y a des groupuscules qui s'organisent pour commettre des attentats sans qu'ils soient contrôlés ni par le Fatah, ni par le Hamas, ni par le djihad islamique? Pour l'instant, on voit personne déclarer qui a pris la responsabilité là-dessus, ni le Hamas, ni le djihad islamique. Ils ont été enchantés, ils étaient contents, mais ils n'ont pas pris la responsabilité là-dessus, ils n'ont pas osé de le faire. Ce qui fait qu'apparemment, il s'agit d'une organisation minuscule, autre, différente, mais cette fois-ci bien plus dangereuse, bien plus perfectionnée, et à un niveau professionnel un peu plus élevé, plus d'audace. Et c'est très dangereux, oui. Très, très, très dangereux. Je peux vous assurer que les services de sécurité le prennent au maximum d'attention. Mais les services de sécurité... Dans très peu de temps, vous allez entendre un peu plus de détails là-dessus. Dans très peu de temps, on va entendre un peu plus de détails. On sera heureux de les entendre, en tout cas. Mais en général, Daniel, rien ne se passe en Cisjordanie et en Israël, bien sûr, qu'on ne connaît pas du tout ou on ne sait pas du tout. Il est vrai qu'il a passé au-dessous le radar, mais bon, ça révèle à chaque fois, on a cette nouveauté avec laquelle on doit faire face. Et malheureusement, un peu trop tard, mais on les trouvera. Est-ce que, d'une certaine manière, on peut dire que c'est plus inquiétant, bien entendu, parce qu'on voit qu'il s'agit d'une organisation, d'un groupuscule qui est capable de produire des explosifs, ce que l'on appelle TICNIS, c'est-à-dire qui sont de qualité, entre guillemets, mais d'un autre côté, est-ce que c'est peut-être plus rassurant, justement, le fait que ce ne soit pas les grands mouvements terroristes palestiniens qui soient derrière cela? Vous comprenez le contraste sur lequel je veux insister? Bien sûr, c'est ça qui est dangereux. Vous savez, trouver les traces de ces groupes, c'est extrêmement difficile parce que, comme vous venez de dire, ils ne font pas partie vraiment en direct des grandes organisations comme le Hamas et le djihad islamique. Ça fait qu'ils sont moins exposés à l'intelligence, à des renseignements, dans l'étape du préparatif. Il s'agit de quelques jeunes qui s'organisent et s'ils ont un niveau de discipline un peu plus élevé, ils arrivent à cacher leurs préparatifs. Et voilà en face de quoi on est. D'ailleurs, la charge elle-même n'était pas de très haut niveau. La charge explosive était de bas niveau, disons. Ce qui est au niveau, c'est le niveau de technologie de l'action, de l'activer. Et de le faire par téléphone, il faut un bon savoir-faire et quelques éléments de plus. Alors, les forces de sécurité israéliennes le disent, ce qui s'est passé hier, c'est un peu un reflet ou une sorte de prélude à ce qui risque de se passer dans les territoires où, selon les services de renseignement, la colère gronde, ou en tout cas, les organisations se multiplient pour commettre des attentats. Les menaces d'attentats, elles sont multipliées, on dit. Tout à fait, parce que du moment où des petits groupes arrivent à s'organiser et agir indépendamment de tous, bien sûr que c'est un danger. Imaginez-vous qu'il y a 20 groupes comme ça, 30, 50, 100, etc., etc. C'est le désarroi complet, vous avez raison, Daniel. C'est le désarroi complet, c'est comme s'ils nous supplient de reprendre
la position. Alors, est-ce que c'est une question qui est à mi-chemin entre la sécurité et la politique, parce qu'on est dans un contexte effectivement tout à fait particulier. C'est la fin du gouvernement Lapid, vraiment les derniers jours de ce gouvernement, et le gouvernement Netanyahou doit être formé dans les prochains jours. Est-ce que vous pensez d'abord que ces organisations sont suffisamment sophistiquées pour tenir compte justement de ce changement de pouvoir et qu'elles en profitent, et la deuxième question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que clairement, le nouveau gouvernement de Binyamin Netanyahou, avec à sa droite Smotrich et Ben Gvir, a les moyens de modifier une quelconque tendance dans ce qui se passe actuellement en Judée-Samarie ? Est-ce que vous croyez que les forces sécuritaires israéliennes font quelque chose de moins parce qu'il y a un gouvernement tel ou autre ? C'est question de stratégie. Et la première question qui va être posée devant le gouvernement Netanyahou, est-ce que on fait effondrer finalement l'autorité palestinienne et on prend position ou pas? C'est la seule question, Daniel. La seule, il n'y a pas une autre. Et si on vous posait cette question, qu'est-ce que vous auriez répondu? Les conséquences de chacune de ces décisions. Si on vous posait la question, doit-on démolir l'autorité palestinienne et reprendre le contact total de la Judée et de la Samarie, qu'est-ce que vous répondriez? Je suis militaire, je ne réponds pas à ça. Mais c'est aussi, sur le plan militaire, quelles seraient les répercussions de la chute de l'autorité palestinienne? Dramatique. C'est-à-dire imaginez-vous qu'on doit tenir des gardes à l'intérieur de la ville de Nablus ou de Jenin et de faire arranger le trafic et l'eau, l'électricité, à manger et toutes les conditions sociales. Vous savez, quand vous êtes responsable, vous êtes responsable. Il n'y a pas que des victoires et de tirer dans la tête des gens. Il y a d'autres choses à faire. C'est-à-dire gérer la vie quotidienne de chaque minute de 3 millions d'habitants. C'est sympathique. Je ne crois pas que Israël a vraiment besoin de ça. Et tout autre moyen, et d'ailleurs, imaginez-vous la réaction mondiale aussi, c'est à prendre en considération aussi. N'oublions pas la pression et l'ambiance radicale qu'on a aujourd'hui dans la région par rapport à l'Iran. L'Iran est très, très, très actif, très blessé, très vexé, demande une vengeance à n'importe quel niveau et n'importe où dans le monde. Et faire un pas pareil, ça donne exactement l'huile qu'il faut pour cette feu. Et donc, vous pensez, vous, que le gouvernement Netanyahou n'aura pas, on va dire, une baguette magique pour résoudre la tension sécuritaire qui est en train de se développer en Judée-Samarie, et même, on le voit, même aujourd'hui à Jérusalem? Daniel, cette baguette magique n'existe pas. Lisez bien l'histoire, cette baguette magique n'existe pas. Et pourtant, est-ce que l'on ne peut pas contrôler, museler, faire baisser les flammes de la tension avec les Palestiniens en leur proposant d'autres choses, ce que Netanyahou avait appelé la paix économique? Ça ne suffit pas? Eh ben, on leur a donné, je crois, les meilleurs moyens de créer une autonomie et assez élevé, assez équilibré, avec des moyens économiques et moyens de développement assez importants. Et voilà ce qui s'est passé. Vous savez, ils ont l'autorité palestinienne qui gère cette région depuis les traités d'Oslo a reçu tous les moyens qu'il fallait par Israël, surtout par Israël, mais par le monde aussi, à développer et créer une infrastructure par laquelle ils auraient pu négocier quelque chose de plus évolué. Un peu plus tard, qu'est-ce qu'on a? On a toujours dit, ils ont eu la grande intelligence de refuser tout le temps n'importe quoi. Oui. Alors, et voilà le résultat. Vous savez, par exemple, il n'y a aucun ordre là-bas. La corruption règne. Aucun ordre, aucune prise de contrôle n'importe où. À part le Moukata autour, je ne crois pas que l'autorité palestinienne a une autorité quelque part. Ça a commencé par la bande de Gaza et ça continue aujourd'hui
de partout, et même hier à Jérusalem. Eh bien... Ils n'ont aucun contrôle de rien du tout. Vous savez, en Israël, vous demandez à l'armée un numéro d'identité d'une mitraillette M16, en espace de quelques minutes, vous le saurez exactement où elle est. Mm-hmm. Donc, à quel point d'Israël elle est. Les autorités palestiniennes ont reçu des dizaines de milliers de mitraillettes et d'armes à feu et d'autres choses. Ils n'ont aucun contrôle où se trouvent ces armes à feu. Ils sont dans les maisons des gens. Mmh. C'est ni origine, ni rien. Ils n'ont aucun contrôle en rien du tout, mis à part un peu d'argent qu'ils reçoivent de temps en temps. Eh bien, colonel Meir Dahan, merci beaucoup de nous avoir éclairé donc justement donc sur ces derniers développements sécuritaires au lendemain de ce double attentat à Jérusalem et quelques heures après la restitution du corps de ce jeune druze israélien Tiran Ferro. Merci d'avoir été avec nous ce matin alors que vous êtes en plein service de Milouim de réserve. Merci. Excusez-moi une petite seconde, rien que lever une question, la laisser en l'air. Quelle est l'importance du fait que Tiran était un druze par rapport à la rapidité du retour à la maison? Je comprends cette question et elle sous-entend que peut-être que si ce n'était pas un druze, eh bien, ça aurait été bien plus compliqué. Ouais. C'est une question, je suis pas sûr. D'accord. Eh bien, on va rester sur cette question que vous nous posez, colonel de réserve Meir Dahan. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée. Chodesh Tov, à bientôt.